À tous, un salut chaleureux au public qui nous accompagne et ravi de retrouver la bande de passionnés et d'amoureux de l'art. Salut les amis, Nathalie Lesage, journaliste avec nos regards toujours curieux et décalés sur l'art. Salut Nathalie. Pierre Grospot, ravi de te retrouver, journaliste au très prestigieux magazine Vanity Fair. Bonjour à tous. Lauriane Mélière. Coucou Ali, coucou la bande. Tu crées les ponts entre le passé et le présent et tu nous expliques les enjeux de l'art d'aujourd'hui. Et Margot Bétou, la mémoire vive. Hello tout le monde. Mais pas seulement, c'est aussi une passionnée d'art. Et évidemment, Charlie Voudou qui est avec nous. La star du cabaret Madame Arthur. Salut Charlie, ravi de te retrouver. Quel est votre mot du jour les amis? On commence comme d'habitude avec toi Nathalie. Ben moi je vais y aller avec 3 mots et ce sera... Pourquoi on commence toujours par Nathalie? Parce que... C'est Nathalie, c'est la chef de l'émission. Non mais parce C'est qu'on la chef. commence vers l'ouest, tu vois, Voilà. le Québec, puis ensuite Le on fait le soleil monde. se lève. C'est comme ça. Voilà, à Se lève sur l'ouest. Nathalie. Mais on peut commencer. Mais moi je suis d'accord. Est-ce que tu veux... Oui, c'est moi Vas-y qui vais Margot, après commencer. toi. Allez, après toi. Alors je commence Ali. Mon Alors. mot du jour, c'est 3 mots, je triche. C'est je t'aime moi non plus. Il y a beaucoup plus que 3 mots. Il y a beaucoup. Oui, c'est ça. Toi, t'es Voilà la bien. raison pour laquelle on commence avec Nathalie. Donc Nathalie, Ben pareil, moi c'est un vrai 3 mots et c'est « Je me souviens » qui est la devise du Québec. Ah oui, 3 mots. Pierre, J'ai 3 mots aussi, c'est 2 mais fois 18. le mot du jour, donc c'est, on en est déjà à combien? 5 est, ouais, plus 3 17 plus... Au moins 9. Ouais. À la racine carrée de... Voilà, donc ce sera entre 2 fois 18 et mathématiques chic. On verra ça tout à l'heure. Lauriane. Moi, j'ai qu'un seul mot, donc je respecte les règles. Je propose que la prochaine fois, ce soit moi qui commence, puisque Oui, mon bah, ce sera mot, le cas. c'est un mot au pluriel, certes, mais c'est bambin. Bambin, Eh oui. c'est Gazou, joli gazou. mot. De ton côté, Charlie? Je peux penser à Bambino de Dalida. Moi, c'est en un seul mot aussi, c'est l'âme. Comme un couteau, aiguisé comme un couteau, tout simplement. Ça fait penser Et à en musique, ça donne quoi? à la danse du sabre khatchaturien, vous connaissez. Bravo! Quelle virtuosité! Oui, on n'est pas encore réveillé, On se mais ça demande va aller, ce que ça va ça aller, coupe. ça va aller. On va mettre de l'huile. C'est comme Édouard Romain d'Argent. Ah oui, c'est beau ça. Bon, c'était pas prévu, mais ça fait un peu Mais près c'était ça. pas prévu. Mais tout de suite, ce qui est prévu, c'est que nous recevions un invité qu'on adore. Il est comédien, humoriste, aussi bien à l'aise sur scène qu'à la radio ou dans la grande galerie francophone chaque semaine. Aujourd'hui, c'est en tant qu'écrivain et amoureux de l'art qu'il révèle les secrets des plus grands artistes. Alex Vizorek sort dans quelques jours un livre absolument passionnant qui s'intéresse à tous les publics et qui démocratise l'accès à l'art. Il est l'invité de la grande galerie francophone. Salut Alex. Mais on va même se tutoyer. On va se tutoyer puisque tu fais partie de la bande de la grande galerie, mais on voulait te recevoir parce que Parce tu qu'il es... manquait un Belge sur le plateau, déjà. Écoute, il manquait un Belge. Francophonie étant, on est... C'est vrai. Alors on n'est pas obligé, Si, c'est si. un plaisir. Si. C'est un plaisir. Mais non, je suis très content d'être là en vrai. De Bah, vous bonheur de te rencontrer. recevoir parce que d'habitude on te regarde C'est gentil, je vous vois. sur un écran. Oui, je sais. Donc tu existes en chair et en os. Oui, c'est ça. Je On n'ai pas pensait qu'un que tu fond vert vivais à la derrière moi. télévision. Non, je suis là. Alors, on va commencer avec la question rituelle à laquelle tu n'échapperas pas. Ouais, j'ai compris, vas-y. Oui. Qu'est-ce que l'art apporte dans ta vie? Mais alors, j'aime bien le mot art, mais déjà beaucoup de choses, mais ça c'est la réponse globale. Mais c'est le mot création moi, qui me plaît, parce que étant... En Belgique, on dirait artiste que, c'est-à-dire petit artiste. C'est quand tu veux faire un diminutif. C'est-à-dire que je suis un D'accord. petit artiste, c'est-à-dire que j'écris des choses. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'écrire des chansons, j'écris des blagues aujourd'hui. Il m'est arrivé d'écrire des choses plus carrées sur certains sujets. Quand on crée, voir la création des autres est passionnant. Bon, alors donc la création, et il y a un peintre qui te fascine, c'est un peintre flamand, c'est James Ensor. Alors, James Ensor est un grand peintre ostendais.
Ouais. Et Ta ville d'enfance. c'est-à-dire que moi j'allais en vacances tous les étés quand mes parents savaient pas quoi foutre avec moi, ils me foutaient chez ma grand-mère à Ostende. Et Ostende, il y a une chanson de Ferré qui C'est est au bord de la mer. Ouais, c'est au bord de la mer, mais la mer belge. Oui. C'est-à-dire que C'est tu pas peux- les Seychelles. non, tu peux, par exemple, louer une semaine un appartement à Ostende au mois d'août Et ne jamais voir le soleil. et ne pas voir le soleil. C'est c'est des courant. choses possibles. Et il y avait, donc, quand il faut trouver des activités à faire, il y avait la maison de Ransort et tout ça. Et donc, j'avais été visiter. Et pour moi, c'était un peintre qui était relié à ça. Et il y a un truc qui s'appelait le bal du rat mort. Et c'était un bal assez festif dans les années 1900, Le nom est festif, en tout 1920. cas. Et oui, mais pour un enfant, ça fait peur. Je me suis dit, est-ce que c'est un rat qui danse? Et il y avait un truc un peu comme ça, je suppose, belle époque. Et il peignait beaucoup des masques, James Ensor, mais Ouais. avec des grosses couches de peinture, je pense à l'huile. Et donc ces tableaux, je les trouvais assez fascinants parce que j'y voyais quand même ce masque et tout, mais il me faisait quand même un peu peur. Et on ne savait pas qui étaient les gens qui souriaient derrière ces masques. Et donc c'est un des premiers peintres en tant que gosse devant lequel on m'a mis. Et en Belgique, oui, il était sur les billets de banque. Donc c'est tous les Belges, on sait qui c'est, on le connaît. D'accord. vous êtes les passé à l'euro, francs belges, oui, t'as raison. Je te rappelle, ça nous donne une Tout- indication sur ton âge. Tous les Belges de ma génération et avant. Alors, il n'y a pas que l'artiste belge dont tu viens de nous parler qui te fascine. Il y a aussi un autre artiste, alors que tu vas nous faire découvrir, c'est Joseph Beuys. Joseph Beuys. Il est allemand. Voilà, il est allemand. Alors, première partie, milieu 20e siècle. C'est ça, sa vingtaine est un peu, je dirais, on ne sait pas trop où il l'a passé, il a inventé des histoires un peu, ses biographies sont pas claires, mais à Berlin, Enfin, pour dire les choses très clairement, il a fait partie de la Luftwaffe dans Bah, laquelle il c'est s'est même- engagé c'est- en alors, 1941. c'est même pas sûr, mais en fait il raconte qu'il tombe de l'avion et qu'il se Et retrouve il est dans dans l'aviation allemande. des arbres, oui, dans l'aviation allemande, ouais, bien sûr. Et il tombe dans des arbres et il y a de la cire, et cette cire l'a inspiré, il a fait énormément d'œuvres sur la cire. Mais c'est surtout un mec qui a pas l'air du tout marrant une seconde, regardez-le là. Non, vraiment pas, non. Et il y a des œuvres d'une drôlerie, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre qui est, je dirais, un happening, une performance, qui s'appelle Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort. Alors, après le rat mort... Ah oui, c'est vrai que il y a une thématique. j'avoue qu'il y a une thématique. Il y a une Eh, thématique. allonge-toi, on va en parler. Mais c'est quasiment un divan. Non, mais c'est génial parce que c'est une performance et une œuvre d'art. Donc, il tient le Il tient un lièvre lièvre dans décédé ses bras. et il se balade dans une expo de peinture et il lui parle. Il parle au lièvre mort. Et, tu vois, et ça amène à un rire fort. Mais il y a deux. Ça pourrait être un peu du sophical aussi, comme, Mais comme exactement, genre je d'ambiance. pense qu'elle Ouais. elle n'irait pas pouvoir trouver que Beuys est intéressant sur certains points. Et donc, comme j'en ai parlé justement de cette œuvre-là dans mon premier Dans spectacle, un spectacle, oui. Alex Vizorek est une œuvre d'art, je parlais un peu des artistes contemporains qui étaient originaux. Méconnu. Alors, Parfois. Beuys en Allemagne est, je pense, très connu, mais c'est vrai que non, c'est pas. Si vous allez dans la rue, je sais Non, pas, mais c'est parmi vrai les- qu'il est exposé à Berlin, par Non, exemple. mais il est quand même. Il a eu une grosse rétrospective à Pompidou dans les années 90, je pense. D'accord. Et, On n'était pas nés, nous. oh, mais sur notre merci, plateau. merci. Et moi, j'étais petit et j'avais déjà eu peur du rat mort. Moi. Et donc, raconte-nous, oui. Donc, Joseph Et donc Beuys. un jour, je suis sur un site de vente aux enchères et je vois qu'il y a un truc de Beuys. Je trouve ça assez fascinant. Et en fait, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Oui. Et c'était un. Bah après, tu sais jamais avec les sites d'enchères. Moi, je me dis, Beuys, peut-être ça va intéresser plein de gens. Il y a peut-être pas 1000 créations de Beuys qui existent encore. Donc c'était une boîte. Enfin, je sais parce qu'elle est chez Une moi. boîte de gâteaux. Alors, c'est d'abord c'est une boîte en bois avec une vitre et dedans tu as des gâteaux et il a écrit Beuys dessus et c'est comme ça, c'est une installation. Et je me dis je vais faire une Tu as enchère. misé. Je vais faire une enchère au début et puis si ça va trop, je pourrais pas suivre. Oui. Personne n'a réenchéri et j'ai gagné du premier coup et c'est la première œuvre que j'avais achetée aux Quand on enchères. gagne une enchère, Et elle est chez moi et donc ça sert à rien de vous dire cambrioler parce que ça vaut pas vraiment une fortune. Hein. souvent, quand on gagne une enchère du premier coup, on a un peu l'impression d'avoir perdu quand même. Hein. Euh, c'est pas faux. Tu veux vraiment lui À mettre mon la avis, misère. j'aurais mis 50 balles de moins, je l'aurais eu quand même. Mais Ouais. Il y a un tableau justement dont tu n'auras absolument jamais les moyens, je crois. Tu me sous-estimes, pouvoir mais l'acheter, enfin, je... mais c'est un tableau, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un des plus grands tableaux de l'histoire de la peinture. C'est Jérôme Bosch, donc primitif flamand, le jardin des Oui, délices. ça, je ne sais même pas. Je crois que c'est même impossible d'y mettre un prix sur ce genre de Oui, choses il est qui- absolument inestimable. Alors explique-nous d'abord ta passion pour les primitifs flamands et pourquoi ce tableau, la minutie, les détails, il y a 1000 tableaux, 1000 C'est dessins ça, ben ouais, dans c'est un ça. dessin. C'est ça. Alors, C'est évidemment- très grand, on a du mal à s'en apercevoir. Oui, mais, il faut imaginer. c'est un tableau gigantesque. C'est un triptyque. Et
Et en fait, un jour, il y a Jérémy Ferrari qui me dit viens, on va faire un sketch à deux. Il me dit mais je sais pas très bien ce que tu fais comme humour. Et je dis mais tu sais, de mon premier spectacle, je parlais des tableaux et je les expliquais. Et puis il me dit voilà, moi je vais passer pour un con et toi tu vas m'expliquer les tableaux. Et je dis bon, on va choisir une période, tu vois. Et je dis on est en Belgique, c'était à Bruxelles le spectacle. Oui. Je dis je vais prendre les primitifs flamands. Il me dit ça tombe bien parce que tu vas pas me l'expliquer, je maîtrise pas le sujet. Et donc je parlais des tableaux et je montrais des tableaux importants. J'ai toujours aimé faire ça en me disant que si par un sketch humoristique, les gens ils découvrent tel ou tel peintre parce qu'ils ont vu une œuvre, après la porte elle est ouverte, ils peuvent Au rentrer boulot, ou pas. qu'est-ce que tu as Et dit à je sais Jérémy plus, mais Ferrari si. et que tu pourrais nous dire à tous mais lui-même s'est foutu de la gueule des personnages parce qu'il y en a un, je sais pas où il est, Ah bah si on zoome à l'intérieur, qui se balade ils ont tous des têtes invraisemblables et Il y en ils a font des qui- choses folles. qui se balade sous une coquille de moule. Et je trouve c'est un peu une mini belgitude qui était coincée quelque part, alors que Bosch, je pense, était plus hollandais, même si la Belgique n'existait pas quand il a peint Non. ce tableau-là. Et en fait, il a en commun avec Bruegel, Bruegel l'ancien, c'est que ces tableaux-là, Autre primitif flamand. ouais, tu peux les regarder, tu peux venir tous les jours, regarder un 1/8 de l'œuvre, et il y a plein d'histoires qui s'y passent. Et je pense que jamais tu t'ennuies. Mais là, pour le coup, c'est le Jardin des Délices et Ouais. c'est la version enchantée, c'est Bien la sûr. légende dorée de Bien sûr. Jérôme Bosch, qui a donné son nom à un célèbre détective. Et Bruegel, l'ancien, lui, ça n'est pas son cas, mais Non, il a c'est peint le vrai. triomphe de la mort. Il a peint le triomphe de la mort, et ça, dans Le triomphe de la mort, t'as une passion pour la mort, apparemment. Alors, c'était le thème de mon deuxième spectacle qui s'appelait Ad Vitam. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de ce sujet, parce que je crois que tous les artistes en ont parlé, en fait. Ça ne veut pas que je me situe parmi eux, mais je trouve que c'était intéressant de faire le trait d'union. Oui. Et le triomphe de la mort, c'est un tableau, il est moins grand que ce qu'on a vu là de Bosch, mais il y a une 50aine de moments de vie qui sont des façons de mourir de l'époque de Bruegel. Donc si vous vous arrêtez devant, vous voyez un mec qui saute d'une fenêtre, vous voyez un mec qui se fait taper dessus, et vous voyez un mec qui est malade. Et donc il y a 50 façons de mourir sur le tableau. On va continuer avec toi, Oui. Alex, mais tout de suite, et tu connais le rendez-vous, c'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie, évidemment. Alors, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Alors, je vous propose une claque posthume aujourd'hui pour que l'on se souvienne de la starchitecte anglo-irakienne qui a été la première femme à gagner le prix Pritzker, qui est un peu l'équivalent Le du Nobel Nobel de de l'architecture. l'architecture. Et il s'agit bien sûr de la très grande Zaha Zaha Hadid, qui nous a quittés il y a 10 ans. Alors, je vous propose qu'on se fasse plaisir et qu'on se fasse un tour du monde pour revisiter son œuvre, puisque son héritage futuriste est évidemment vertigineux. Alors, attachez votre tuque avec de la broche, comme on dit chez moi. On s'en va vers Pékin. Ça ne veut rien dire. ce que- Mais bien sûr, attache ta tuque, tout bien, parce avec la broche. parce que ça va aller vite, on va voir des choses. C'est la beauté de la francophonie, c'est qu'on N'est-ce ne se pas? comprend pas. C'est magnifique. Je suis allé jouer au Québec, c'est formidable. Non, mais pour une fois que je ne suis pas la seule avec un accent sur ce plateau, je me fais plaisir. Qui est l'autre? Oh, mais lui, C'est tous les autres. C'est tous les autres, tu vois. C'est tous les autres qui parlent mal, Nathalie, vous avez raison. Donc, on s'en va à Pékin pour voir l'aéroport de Pékin, qui a été pendant un certain temps le plus grand aéroport au monde. Regardez, c'est carrément une étoile de mer du futur, métallique, qui a évidemment été multiprimée, ouvert en 2019. On reste à Pékin vers le centre Galaxy Soho, un centre de divertissement sur les stéroïdes façon Pandora, en référence au film, bien sûr, Avatar. Avatar. J'adore. Ensuite, elle a fait énormément de musées également, comme le Musée national des arts du 21e siècle, qui est situé à Rome. Regardez, en fait, les murs se C'est fondent magnifique. les uns dans les autres. C'est ça. En fait, elle fait disparaître les lignes Zaha, et ce qui est incroyable de son travail. Elle aime également nous surprendre. Donc, elle a réalisé un tremplin de saut à ski situé à Innsbruck, qui est un tremplin hyper important dans les compétitions internationales. Regardez comme c'est beau. C'est situé en Autriche. Et bien sûr, comme à la Grande Galerie, on sait recevoir hommage à notre invité. Donc. Saviez-vous, M. Vizorek, que Qu'est-ce qu'elle a fait en Belgique? Zaha Hadid a une œuvre en Belgique, Mais dans le non. port d'Anvers? Hein? On dit Anvers ou Anvers, On dit d'ailleurs? Anvers. Anvers, tu vois, j'hésitais. Donc, dans le port d'Anvers, Ouais, c'est beau. qui est la capitainerie qui a été revisitée donc avec un vaisseau amiral
amiral qui a été posé sur cette ancienne génial. caserne de pompiers. C'est spectaculaire. Donc, 10 ans qu'elle nous a quittés, mais sa vision demeure tout à fait vivante à travers son cabinet, qui d'ailleurs planche sur le futur plus grand aéroport d'Afrique. Ça En sera Éthiopie. situé exactement à Addis Abeba, attendu pour 2030. On parle d'une architecture bioclimatique et qui va accueillir 110 millions de visiteurs. Donc, On se ira. donne rendez-vous avec notre valise. Addis Ça va? Abeba. Merci Nathalie. Merci. Lauriane, ta claque de la on semaine. parlait tout à l'heure de 50 super façons de mourir et moi je vous propose d'aller à Montpellier pour découvrir le centre d'art 1000 formes qui est un centre d'art qui vient d'ouvrir pour les 0 à 6 ans. Donc 0 ans, ça veut dire qu'on est quand même bébé, presque ton âge Ça, finalement. c'est très Voilà. Montessori, ça. Oui. Ouais, en fait, S'ils vont là, ils vont devenir des grands artistes. exactement. En tout cas, c'est une forme d'initiation à l'art. Ça commence très très tôt. Donc il y a des ateliers de musique, de lecture, des choses pour apprendre la mécanique, pour créer ses propres premières œuvres et peut-être ensuite les mettre sur eBay et peut-être gagner ou perdre des enchères. Et ne là, sais je pas. vais miser dessus. Ouais. Et c'est une initiative qui est portée notamment avec l'aide du centre Pompidou. Vraiment, c'est une initiative formidable. Merci. Margot, ta claque de la semaine. Ma claque, c'est la grande rétrospective qui s'ouvre de la photographe Lee Miller au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Lee Miller, c'était une sacrée nana. Rien que ce nom, Lee Miller, c'est vraiment la promesse d'une vie folle. Elle est née au début du XXe siècle à New York. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Donc, elle a commencé mannequin pour Vogue et elle finira reporter de guerre pour ce même magazine. Elle était très vite attirée par l'Europe et l'émulation artistique avant la guerre. Donc, elle a rencontré Man Ray, elle est tombée amoureuse de lui. Elle a croisé Picasso, Cocteau. Ils en ont tous fait la muse du surréalisme. Et elle va développer à leur contact une espèce de patte très particulière, une technique de photographie qui s'appelle la solarisation, qui consiste à surexposer l'image pour inverser les tons. Et ça leur donne justement une tonalité surréaliste. C'était une femme incroyable. À l'époque, des femmes reporters de guerre, ça n'existe pas. Oui. Et Et pourtant, dès 1939, depuis Londres, elle va photographier les femmes qui s'engagent aux côtés des Alliés, infirmières, aviatrices. En 1944, elle suit le débarquement et elle le documente. Elle s'enfonce avec l'armée jusqu'en Allemagne pour assister à l'ouverture des camps qui la laissera sidérer. Elle s'en remettra jamais et elle nous laisse de cette période des images mémorables, notamment une. Elle va à Munich dans la maison d'Hitler qui vient de se suicider. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle se prend en photo dans sa baignoire. Non. Ouais. Le pied de nez fait à l'horreur. Et chez Lee Miller, tout est comme ça. Elle a un destin extraordinaire. Allez-y, l'expo ouvre cette semaine, vous serez pas Ah bah déçus. génial, merci. Pierre, ta claque de la semaine. Est-ce que vous connaissez Rose Bertin? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah bah si. Ah, Charlie. Rose Bertin, Versailles, Marie-Antoinette, enfin. Rose Bertin, c'est la styliste, entre guillemets, de Marie-Antoinette. Et c'est tout le 18e qui va s'inviter au Palais Galliera, qui est le musée de la mode de la ville de Paris. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les créateurs de Karl Lagerfeld, à Vivienne Westwood, en passant par Nicolas Ghesquière ou Jonathan Anderson, n'ont de cesse de métaboliser, réinventer son exubérance Ah et oui. son luxe insensé. Alors, pourquoi est-ce que ça nous parle? C'est assez amusant. Il plane là-dessus comme une espèce d'insouciance, on va dire, un peu Sofia Coppolesque, même si on oublie que c'est un siècle qui ne sentait pas forcément très bon. On est dans le grand vêtement, la crinoline, la robe à la française, la robe à l'anglaise, qui sont presque finalement des romans qu'on aurait envie de porter à même la peau. Morale, quand la mode nous raconte des histoires, elle nous fait perdre la tête. Et c'est ni Marie-Antoinette, donc ni Geneviève de Gramont, qui, elle avait sa styliste, mais elle avait aussi sa dame d'Atour, qui finiront donc toutes les deux décapitées, qui diront le contraire. Les Bridgerton sont là pour nous prouver Sur Netflix. cela, absolument. Et Ali, du coup, je voulais vous demander quand est-ce que vous allez passer au petit bas blanc, aux souliers à boucles et à la perruque On en poudrée. rêve. Tout à fait, vous allez. Bah écoutez, moi, si ça vous fait plaisir, j'y suis prêt. Merci Prochaine, Pierre. En tout cas, histoire passionnante. Charlie, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah pour moi cette époque-là c'est bon, il y a la mode entre guillemets vestimentaire, mais en musique il y avait un thème anonyme, c'est les Folies d'Espagne. Ça a été très repris, notamment par Lully même aussi, qui était musicien à cette époque-là Et sous Louis XIV. aussi.
Et toi, Alex, ta dernière claque artistique? Ben, on m'a demandé aussi une claque. Alors, de la semaine, je sais pas Oui, ce que ça veut c'était une dire. métaphore. Hein. Ouais, non, mais j'ai compris. Et alors, comme tout à l'heure, j'ai parlé que d'artistes décédés, et en fait, j'aime aussi beaucoup aller Et d'hommes. découvrir. Et Parlons d'hommes, d'une tu femme. as raison, tout à fait. J'ai choisi Marine Vallon. Oui. En Belgique, elle s'appellerait Marine Wallon, mais elle est française. Et je suis allé un jour à Drawing Now, qui est la FIAC du dessin, et j'ai vu ses dessins et je me suis dit c'est magnifique. Et ce que j'aime chez un artiste, c'est quand vous regardez et vous dites ah bah oui, c'est lui. Oui. Il y a ça sur plein d'artistes, et puis il y a d'autres, vous êtes obligé d'aller vérifier. Et tu as acheté l'une de ses œuvres. Et je suis allé donc à la FIAC 3 semaines plus tard, et il y avait des tableaux, plus des dessins mais des tableaux, et j'en ai acheté une. Et pour la première fois de ma magnifique. carrière de collectionneur, on m'a demandé de la prêter parce qu'elle va faire une grande exposition à Saint-Rémy-de-Provence cet été. Et donc, c'est la première fois qu'il y a des gens très sérieux qui viennent chez moi pour prendre un tableau et qui va être prêté à 2 musées différents. Parce que, du coup, ça m'a fait petite fierté de me dire mon œil n'était pas mauvais parce que Et donc, j'ai aimé il cet y aura un artiste et elle va carton de la collection Alex Vizorek. je voulais pas en parler parce que ça me gêne un peu, mais l'enfant qui allait dans les musées et qui regardait avec Effroi. distance ces tableaux, non pas effroi, mais en se disant que c'était pas un monde pour lui, et ben il va y avoir modestement mon nom, mais allez surtout pour elle, hein, vraiment, l'artiste est génial et allez voir, et elle est jeune, c'est sûr, c'est vraiment, elle a encore plein de tableaux à nous proposer. Nathalie, J'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Aïe aïe. Est-ce que tu es un humoriste qui est expert en art Non. ou un expert en art avec Oh non. un excellent sens de l'humour? Alors c'est une excellente question. c'est une bonne question, et vous l'avez, l'expert en art qui a du sens de l'humour, c'est Hector Obalk. Il vient régulièrement. Je sais, mais lui, Bon. lui c'est ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'étais curieux de l'art. Mais est-ce que tu penses que parfois on efface justement le sens de l'humour des artistes? C'est-à-dire qu'on les met ensuite dans une grande galerie, les murs blancs ou alors l'espace muséal, ça devient hyper sacré, alors que l'intention de départ, c'était peut-être un contre-pied à plein de choses. Et on l'extrait de sa gueule. Ouais, exactement. Alors ça, je sais pas toujours, mais c'est vrai. Et les vivants dont j'ai fait des sketchs, certains m'ont écrit, je suis devenu ami avec certains. Sophie Calle, pour le coup, elle m'a dit, je sais que vous avez parlé de moi. Je suis aïe, 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 aïe. Puis elle dit, non, c'était bien. Et ça, c'est un vrai compliment de la part de Sophie C'est un Calle. super compliment. Depuis, on se connaît. Alors Alex, vous publiez dans quelques jours un livre de la première à la dernière œuvre. C'est le titre de ce livre où on découvre une trentaine de portraits d'artistes de ton panthéon personnel. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre en regard la première avec la dernière œuvre d'un artiste? Qu'est-ce que ça raconte? Mais je trouve passionnant les carrières d'artistes parce que moi, quand j'ai voulu en être un, j'ai écouté ceux que j'aimais bien, les humoristes, comment ils ont commencé, pourquoi ils ont fait ça. Et est-ce qu'il faut commencer jeune pour être un grand artiste? Est-ce qu'il faut être soutenu par ses parents? Est-ce qu'il faut être pauvre? Est-ce qu'il faut travailler tout le temps ou est-ce qu'il y a du génie? Oui. Et en fait, en choisissant ces 30-là, que j'ai choisis parce que je les aimais, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas les histoires communes, on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours. Rimbaud a fini d'écrire à 19 ans, Proust commence à 38, Picasso est soutenu par son père parce qu'il est prof de dessin, Frida Kahlo, c'est parce qu'elle se casse la jambe à 19-20 ans qu'elle dit amenez-moi un truc rigolo, vas-y, prends les tableaux, prends la... Alors justement, la preuve par l'exemple. La première et la dernière œuvre de Van Gogh, par exemple. Ouais. Alors explique-nous, donc ça c'est la première et la dernière. La première étant évidemment à gauche. En fait, c'est parce qu'il avait été travaillé, enfin, il était un peu ecclésiaste, il avait été rendre visite, il voulait se rendre compte du travail des mineurs au Borinage. C'est autour de Mons, si vous voyez la Belgique, donc c'est pas loin de la France. Et donc il est allé là et il dessinait correctement, mais il n'avait pas été, il n'avait pas le talent d'un Picasso. C'est-à-dire que Picasso à 5 ans, il dessine un oiseau, c'est parfait. Lui non. Et par contre, Et alors la dernière œuvre? Et la dernière œuvre, je crois même qu'elle est qui la termine et qui meurt dans les 48 heures qui suivent, c'est Auvers-sur-Oise, je crois. Et en fait, très récemment, on a appris que c'était sa dernière œuvre. Vous avez vu l'évolution quand même. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de partir de la première à la dernière. Ouais, c'est génial comme idée. Alors, ça avait déjà été fait pour plein d'artistes peintres. Je trouvais que c'était intéressant de le faire pour tous les arts. Parce que je crois que c'est... D'où Johnny Hallyday, par exemple. Oui, Johnny Hallyday qui... Et belge. Parce que ce que je dis, si vous voulez devenir artiste, enfin, si vous aimez les artistes, c'est intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Mais si vous voulez le devenir, il y a à apprendre chez chacun, il faut prendre un truc. Et chez Johnny Hallyday, c'est savoir s'entourer. Il a eu le talent de choisir des compositeurs de chansons toujours brillants et toujours
en cohésion avec leur époque. Donc, d'époque en époque, il a été brillant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu des trous, mais il s'est chaque fois réinventé. Ce qui n'est pas facile. Il y en a qui se sont jamais Ça veut dire qu'on réinventés. ne s'améliore pas forcément au fil du temps. Il y a une théorie qui dit que normalement un artiste est tout à fait créatif sur 10 ans et qu'après il ne fait que se reproduire. Je ne sais pas si c'est complètement vrai parce que par exemple un Picasso, il y a eu des périodes. En fait, il a été brillant dans plein de périodes. Margot? Il y a le portrait de Dali aussi dans votre livre qui a une importance particulière pour vous. Dali, c'était l'artiste dans toute sa splendeur et dans tous ses coups d'éclat. On va écouter un petit florilège. J'adore. Et je suis extrêmement content d'être en direct, parce que chaque fois que je suis en direct, je tâche de profiter et d'abuser de la situation pour ne jamais répondre à aucune des questions qu'on me pose et pouvoir offrir à mes téléspectateurs les primeurs de mes idées authentiques, crues et délirantes. Ah bah, Pourquoi ça vous fait génial rêver, ça au sens propre. S'il faut prendre un truc chez Dali, c'est le marketing de sa propre œuvre. Oui. Il est brillantissime là-dedans. Il a été acteur pour des publicités. Le Oui. gars. C'est-à-dire qu'il sentait les choses. Et pour le coup, j'ai choisi lui. Je l'aime beaucoup parce que, à nouveau, je ramène toujours à moi gosse, mais donc ça ramène à ce que disait Lauriane tout à l'heure. Emmener les enfants au musée. Moi, on m'avait emmené. On allait donc en Espagne pour voir un peu le soleil quand au stand était embrumé. Et mes parents m'emmenaient donc sur la Costa Brava. Et à Figueras, il y a la maison de Dali qui a un espèce de château Cet œuf. improbable avec l'œuf, avec le canapé. C'est la bouche de Mae West, je crois, des choses comme ça. Et pour moi, c'est un des premiers. Je crois que j'ai encore vu le Paris Match avec mort d'un artiste. Donc pour moi, c'était un mec concret. Van Gogh, pour moi, c'était des tableaux, c'était pas un homme. Pareil pour les grands peintres historiques. Et lui, bah, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu des interviews, même si. Oui. J'étais pas né quand il a fait cette drôlerie que vous venez de montrer, mais sur la fin, je l'ai vu, il était concret pour moi. Merci Alex Vizorek. Dans quelques instants, nous allons recevoir une grande artiste, Françoise Petrovic. Elle va venir s'installer dans un instant avec nous. Mais d'abord, l'actualité de l'art, c'est la Petite Galerie et c'est comme chaque semaine signé Karim Harbage. Bienvenue dans la Petite Galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec la dinguerie. Cette semaine, on vous présente l'artiste néerlandais Theo Jansen. Theo, il a un truc dans sa vie, c'est la réalisation de ses sculptures squelettiques monumentales. Ouais, c'est ma boule. Théo, il utilise des tuyaux de câbles électriques en PVC pour réaliser ses œuvres. Et en moyenne, chaque bête, puisque c'est comme ça qu'il les appelle, est constituée de 2500 mètres de tubes et pèse 200 kilos. Ne m'appelez plus Théo, appelez-moi la légende. Et le truc le plus fou là-dedans, c'est que ces bêtes, bah, elles bougent. Théo, il a inventé tout plein de systèmes d'articulation hyper ingénieux pour qu'elles puissent se déplacer sur leurs pattes / jambes toutes seules au gré du vent. Bon, pas sûr d'être serein si je croise ça dans la vraie vie, mais c'est très très hypnotique. Et en exclu pour la Petite Galerie, Théo, il nous raconte comment il fabrique tout ça. Ce ne sont pas vraiment des calculs, mais plutôt des essais et des erreurs, comme l'évolution. Yes, merci Théo, c'est la dinguerie de la semaine. Et on continue avec l'incruste, aujourd'hui direction Marseille, dans un atelier de la Friche, pour un moment un peu curieux. Alors, pause, qu'est-ce qui se passe ici avec cette guimauve et ce gros bout de viande ? Contexte. Alors ce monsieur, c'est Gilles Barbier, un artiste marseillais qui nous reçoit dans son atelier. Et Gilles, il fait plein de choses, des poèmes, de la peinture, mais il est surtout connu pour ses sculptures. Je recherche un effet hyper réaliste maximum. Et parmi ses réalisations phares, il y a cette série qu'il appelle Les Pions et qui sont de petits personnages d'1,5 m qui ont tous sa tête, mais avec des expressions et des vêtements différents. Je vois ce travail sur mon corps comme une performance à l'échelle de ma vie. Et pour arriver à ce niveau de détail, Gilles, il a une technique assez maligne. Il fait des moulages à la silicone liquide sur son visage ou celui de ses modèles. Il fait sécher, puis il solidifie avec du plâtre et coule de la résine à l'intérieur. On met la résine là, dans cette fenêtre-là, puis on fait tourner.
Et aujourd'hui, on a la chance d'assister à une séance de moulage. Gilles, il prépare son expo Habiter la viande, oui, comme la viande, où il fait des sculptures de viande. Et devant nous, il fait le moulage d'un poulet et d'un lapin mort. C'est bon, allez. Si je veux un lapin, je moule un lapin. C'est aussi simple que ça. Calmos, Gilles. Et à la fin, ça donnera quelque chose comme ça, mais en forme de poulet et de lapin. Voilà. Bon hâte de voir le résultat. Merci Gilles Barbier. Et on termine avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Yuri Sujiura, une artiste japonaise complètement barrée qui me régale. Yuri, elle fait des masques hyper travaillés avec de la mousse de shampoing et c'est tout simplement génial. Yes, on est clairement sur une forme d'art brut. Qui avait fait ça avant elle et de manière si méthodique probablement personne. Des photos et vidéos comme ça, elle en a posté des centaines et des centaines. Ça raconte tellement de choses, c'est hyper touchant. Go follow Yuri Sujiura. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Margot, c'est à toi. Archive. Alors, donc, tu as la passion des archives, Margot, on le sait. Ouais. Et cette semaine, tu vas revenir sur un artiste majeur de la scène musicale française. Absolument. Cette semaine, je voulais vous parler de Serge Gainsbourg, à qui je voue une sorte de culte, je dois le confesser. Il est mort il y a 25 ans. C'était un génie de la musique qui considérait pourtant comme un art mineur, à rebours de la peinture, la grande peinture. C'était ses premières amours contrariées. Il a passé sa jeunesse à peindre, mais il se trouvait médiocre. Alors, il a brûlé toutes ses toiles pour se consacrer à la chanson. Mais toute sa vie, il a aimé l'art classique surtout. Il se baladait au Louvre tout le temps. Il adulait Delacroix ou Géricault. La peinture moderne ne trouvait pas beaucoup grâce à ses yeux, à part peut-être Bacon un peu ou Fernand Léger. Et il a écrit en 1980 un petit roman drôlissime sur un peintre pétomane, Evgeny Sokolov. C'est génial. Et il en parle avec le journaliste star de l'époque, Bernard Pivot. C'est un pur régal. Écoutez. Il faut quand même dire qu'il y a ce personnage. Il a une particularité physiologique. Oui, il envoie des vents. C'est ça, sans arrêt. Il ne peut pas se maîtriser. C'est grâce justement à cet avatar physiologique, comme vous dites, qu'il va devenir un grand peintre. Oui. Et il crée des gazogrammes. Qu'est-ce que c'est que les gazogrammes? Le vent qu'il émet par le fondement, dirons-nous, lui donne une pulsation à son bras qui fait dévier sa main et lui donne donc donne à sa main la fonction d'un séismographe. Et alors les critiques disent il est génial. Voilà. Alors vous dites les critiques parlèrent d'hyperabstraction, d'insistance stylistique, de mysticisme formel, de certitude mathématique, de tension philosophique, de rythmie rare, de lyrisme hypothético-déductif, et certains autres quand même de mystification, de bluff et de caca. Mais pour vous, vous vous rangez parmi les seconds. Je pense que c'est du bluff tout ça. Exact. Comme vous pensez qu'une partie de la peinture moderne, c'est du bluff, c'est du caca. Oui. Ouais, c'était vraiment pour le plaisir de revoir ce moment de télé jubilatoire et l'œil coquin de Gainsbourg qui kiffe trop son moment avec Pivot et qui prend du plaisir à critiquer les artistes de son époque. Lui qui se trouvait médiocre par rapport aux peintres qu'il adulait. Après, c'est un vieux combat d'historien de l'art entre les classiques et les modernes. Il y a évidemment toujours des imposteurs et c'est ce qu'il dit, mais le temps fait le tri en général. Et en tout cas, Gainsbourg, je pense qu'il il restera... peintre et qui a détruit toute son œuvre. Ouais, mais il restera, en tout cas pour moi, au panthéon de la musique. Peut-être que d'ailleurs, Charlie, tu peux lui rendre un petit hommage. Il ne faut pas rester que sur ça. Évidemment qu'il a fait des trucs superbes. Il ne faut pas qu'il doute, enfin, même si on ne peut plus trop lui dire maintenant. Voilà, la chanson préférée de Gainsbourg, c'est une chanson de jeunesse. C'est la chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Elle est de Prévert et Cosma. Bravo, merci.
Splendide interprétation. Notre deuxième invitée est une grande figure de la scène contemporaine, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Elle est peintre, elle est céramiste. Ses œuvres ont été exposées dans les musées les plus prestigieux au monde, de Paris à Washington DC, la capitale des États-Unis. Françoise Petrovitch est l'invitée de la Grande Galerie francophone. Bonjour Françoise Petrovitch et bienvenue. La révérence d'Alex en dit beaucoup. Je vous présente la bande, je vous présente le public. Là, on va pouvoir parler sérieusement d'art. Là, on va pouvoir parler sérieusement d'art. Vous vous connaissez tous les deux? Oui. Oui. Mais j'avais un stagiaire à France Inter qui était super et qui, quand il a quitté le stage, je dis peut-être vous connaissez un peu ma maman. Et c'était le fils de Françoise. Voilà. Voilà, bon, c'est une. Paul On qu'on reste en embrasse, famille. Non, non, mais donc c'est une bonne raison, mais vous connaissez aussi l'œuvre de Françoise Petrovitch. Oui, aussi. Et on va vous faire bosser dans un instant parce qu'après tout, vous êtes aussi le viseur expert. Ouais, c'est pas sur Françoise cette semaine. Hein. Non, il n'est pas sur Françoise. J'ai pas encore traité Françoise. Prochaine exposition, je parle de vos Prochain œuvres. livre. Alors, Françoise Petrovitch, vous peignez, vous dessinez des enfants, des adolescents, des adolescentes notamment. On croise aussi parfois des oiseaux, vivants ou morts. C'est l'intimité du quotidien que vous voulez raconter à travers votre œuvre? L'intimité du quotidien, je sais pas, c'est ce qui m'entoure, c'est ce qui est là, c'est ce qui me touche surtout. Ça va être plutôt ce qui m'intéresse, ça va être ce qui va m'émouvoir et comment je vais pouvoir le restituer. Ça fait très longtemps que je travaille sur ces sujets. Je ne sais pas, je l'ai jamais conscientisé, c'est-à-dire je ne me suis jamais dit je vais traiter telle chose, tel thème, mais finalement je me suis rendu compte que c'était traité dès le début. Quand vous parliez des premières Là, on œuvres, voit c'est assez quelques-unes de intéressant. vos aquarelles, elles sont magnifiques. Est-ce que vous pourriez nous décrire justement ce travail? Ce sont des grands formats, déjà. Des très grands formats. Très grands formats. Et je travaille directement avec une technique qui est la technique du lavis. Donc, c'est de l'encre et de l'encre de Chine. Et donc, c'est quelque chose qui se fait dans le moment. Il n'y a pas de photographie à côté. C'est-à-dire que la photo est présente au début comme une note, mais ensuite, je suis dans la peinture qui est en train de se faire, dans le dessin qui est en train de surgir. Et ce qui est génial, c'est qu'on entre avec vous dans ces peintures. Elles sont à la fois précises, elles sont envoûtantes. Vous venez d'exposer à la Galerie Sémioz à Paris une série d'aquarelles qui illustrent, ou en tout cas qui accompagnent une nouvelle de l'écrivaine Marie Darrieussecq. On va voir votre dessin sur la couverture de ce livre qui a été publié. Très exactement, J'adore vraiment cette œuvre. Vous aimez collaborer avec des écrivains. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représentent d'abord ces deux filles aux cheveux bleus? Alors, je l'ai nommé Elle et Elle. C'est-à-dire, c'était l'idée. En réalité, c'était le. J'avais perçu un reflet dans une vitre. Vous savez, quelqu'un on a l'impression que la personne est doublée. Oui. Et j'aimais bien avoir la même, mais c'était pas la même. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a une irréalité. Et puis, ce qui les rassemble finalement, c'est une forme un peu bizarre, colorée, qui va finalement refabriquer quelque chose entre elles. Et il y a le blanc du visage qui est le blanc du papier. Donc c'est le blanc qui est resté en réserve, c'est-à-dire tout le dessin va s'organiser autour et le blanc va être celui de la peau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va revoir les images de vous en train de dessiner, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre technique, parce que c'est extrêmement précis, minutieux, et vous faites ça avec une simplicité déconcertante, on a l'impression que vous le faites sans effort? Oui, je le fais pas avec beaucoup d'efforts, comme vous me dites. Non, je le fais. Je suis simplement dedans. Je suis simplement là. C'est la question de la présence. Je pense que quand je dessine, je suis vraiment. Voilà, je laisse. Je suis à l'aise avec mes outils. Mais c'est très simple. C'est de l'eau. C'est complètement spontané. Ou est-ce que vous avez une idée? Je mentalise les choses, mais en même temps, parfois, elles vont se transformer quand je vais les faire. C'est-à-dire, j'aime beaucoup cette technique de la vie parce qu'elle a une part très aléatoire qui m'échappe vraiment. Et c'est la vie. Et c'est la vie, voilà. Bravo. Non, mais je trouve ça non, beau. mais c'est... Oui. Ah, le viseur expert. J'ai mis du temps, moi aussi, mais non, merci Nathalie. Je m'étais fait la réflexion, je ne connaissais pas vraiment ce mot, que comme vous le décrivez, c'est exactement ça. C'est exactement bien ça. nommé.
C'est une technique qui demande d'être très attentif, d'être complètement là, c'est-à-dire que les choses par capillarité, les choses peuvent sortir des chemins et aller ailleurs. Et il faut simplement être assez d'écoute et connaître suffisamment pour pouvoir naviguer avec finalement. Mais pour corroborer sa question, vous ne faites pas sur une feuille A4. Tu veux corroborer ma question? Non, corroborer c'est pas le bon mot. Non, pour aller un peu plus. Enfin, je crois que c'est ça que tu voulais dire, compléter. Oui, en fait, j'ai cherché un mot compliqué parce que je suis dans une émission intelligente, mais compléter était suffisant. Sur une feuille A4, par exemple, vous n'avez pas fait de croquis avant? Non, il n'y a jamais de croquis préparatoire. C'est toujours c'est dans les formats que les choses se développent au format juste. Donc on parlait de Marie Darrieussecq et vous préparez aussi, je crois, une œuvre en hommage à George Sand, une tapisserie, on peut le dire comme ça, de 23 mètres. Pourquoi la fiction est aussi présente dans votre travail? Est-ce que vous avez l'impression de raconter des histoires par vos œuvres? Est-ce que vous êtes finalement presque une écrivain du pinceau? Alors, moi j'ai l'impression de pratiquement rien raconter. Je suis pas du tout près de la narration. Je sais très mal raconter, mais on raconte des choses, vos œuvres. Je sais, mais moi j'ai l'impression que je le dis pas, je le réfléchis pas tel. Mais par contre, pour George Sand, c'était un hommage. Le 8 juin, ça va être les 150 ans de la mort, l'anniversaire de sa disparition. Et donc il y a cette immense Alors c'est une commande un peu exceptionnelle, c'est une commande d'État et de la Cité de la Tapisserie à Aubusson. Et c'est une tapisserie qui va faire 23 mètres de long sur 2,20 mètres. C'est vraiment une tapisserie en un seul fil. Ils ont dû quand même construire un métier. Enfin bon, c'est une aventure assez incroyable. En tout cas, on a hâte de la voir. Et c'est surtout un hommage à une femme qui était incroyable, George Sand aussi. Nathalie? Françoise, vous avez vécu un grand moment en novembre 2025 puisque vous êtes entrée à l'Académie des Beaux-Arts dans la section gravure et dessin. On recevait plus tôt cette saison Nina Chedres, qui a été une des premières femmes à faire son entrée, elle, dans la section peinture. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'intégrer cette prestigieuse institution, mais qui est très peu représentée par des femmes? Moi, ça faisait 6 ans que mes camarades dessin et gravure demandaient et d'autres voulaient que je sois à l'académie. C'était quelque chose qui m'inquiétait un peu, je ne comprenais pas, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et après, j'ai assez vite vu que c'était un endroit où on pouvait aider les jeunes artistes, où on pouvait réfléchir à des questions historiques, culturelles. Il y a une section architecture, il y a une section composition musicale, donc photographique. Donc il y a aussi ce désir de comprendre les choses d'une manière un peu plus large, plus transversale, qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi la question du temps, c'est-à-dire que c'est un endroit où on est élu à vie. Donc, finalement, il n'y a pas de stress. Les choses sont assez... ce qu'on ne peut pas faire demain, on le fera après-demain. Et il y a ce plaisir aussi de se dire que c'est une confrérie où les gens ont un peu des passions communes, des personnalités, je pense, très différentes. Mais on a le temps pour s'accorder. Donc j'aime assez cette question du temps. Je trouve que la question du temps et de l'art sont assez similaires. On va continuer à en parler ensemble, Françoise, de votre travail. Mais puisque Alex Vizorek est avec nous, vous allez découvrir son travail peut-être. Alex Vizorek qui chaque semaine plonge dans une œuvre ou dans le travail d'un artiste. Il a choisi Auguste Renoir cette semaine. Voici le Vizorek expert. Et aujourd'hui, Renoir, le père. Auguste. Renoir, c'est évidemment le bal du moulin de la Galette. Un tableau qui nous prouve que les afterworks est mieux avant. Mais Renoir, c'est aussi les baigneuses, des femmes rondes, sensuelles. Alors oui, Renoir, c'est un des précurseurs de l'impressionnisme, mais aussi du body positive. Autre œuvre, une dame qui est en train de se rendre à l'hippodrome. Pour bien voir les courses hippiques, elle a pris ses jumelles. Parlant de jumelles, ce tableau très célèbre, La Loge. On comprend que c'est un couple au théâtre. Et on voit bien que monsieur, il profite que madame ait le dos tourné pour reluquer 2-3 minettes. Salaud! Parlant d'amour, c'est le thème de l'exposition à Orsay, Renoir et l'amour. Terminons donc par ce tableau, Les Amoureux. Enfin, les amoureux. Monsieur a l'air plus amoureux que madame. S'il y avait une suite à ce tableau, il s'appellerait sans doute Le Râteau. Tout ça Orsay donc, pour remonter le moral de ce pauvre garçon et voir Renoir.
quand on a que l'amour. Quel talent! Alors, Quel talent! C'est excessivement bien monté et mis en image par toutes vos équipes. Hein, Et ça, on les remercie d'ailleurs. Mais Renoir et l'amour, c'est donc cette exposition qu'on va pouvoir découvrir au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 19 juillet prochain. Françoise, vous avez vu le viseur expert. Est-ce que c'est une manière, celle très particulière qu'il a de raconter une œuvre d'art? C'est important de pouvoir s'amuser des œuvres, de sortir de l'esprit de sérieux qui très souvent accompagne l'art avec un A majuscule? C'est marrant parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ah, mais avec Alex, hein. Non, mais vous n'êtes pas la première. Je pense que ça va avec votre tempérament et c'est parfait. Mais je pense que toutes les œuvres d'art ne peuvent pas être sujets à rigolade. Vraiment. Je pense qu'il y a des vies consacrées à l'art et il y a des... Exemples? Presque toutes en réalité, presque. Mais non, mais je donc comprends, ça doit être je comprends très sérieux. cette pluralité, mais je trouve que ça très bien que ce soit fait. Mais moi, je me sens pas de le faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas d'humour. J'ai pas dit ça. Mais sur certaines questions. Mais vous lui en voudriez, par exemple, de rire de vos œuvres à vous? Non, je lui en voudrais pas parce que je pense que ce serait fait avec un très bon esprit. Alors, la parole à la défense. Alors, je suis très content que la transition soit faite là-dessus parce que, pour ne pas la citer, j'avais croisé Annette Messager un jour à France Inter. Génial artiste. Absolument génial artiste. J'avais fait une visite de la FIAC où j'avais... j'aime pas le mot moquer, où j'avais ri avec certaines œuvres. Et donc, elle m'a dit, vous pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Et j'ai dit, mais Annette, moi j'aime l'art contemporain. Et là, elle a pas su quoi me dire parce qu'elle était persuadée que c'était pas le cas. Non, mais je pense que c'est par amour que vous le faites. J'en suis sûre, par admiration et admiration absolue. C'est une formidable porte d'entrée dans l'art, de pouvoir. Je comprends évidemment du recul et en rire parfois. Que l'artiste lui-même puisse pas faire ce décalage. Et ça me semble normal. Et c'est comme un critique parlerait. Alors, je suis un critique positif et joyeux, mais quand un critique parle d'une œuvre, on peut comprendre qu'en tant qu'artiste, ça nous semble. On a passé des années dessus, et l'autre, il fait une demi-phrase et il passe au tableau suivant. Je comprends totalement le point de vue de Françoise. Merci en tout cas. C'était passionnant votre échange. On va maintenant ralentir le rythme. Nous sommes allés il y a quelques jours au musée Guimet à Paris à l'occasion d'une exposition sur les mangas. Manga, tout un art. Et les visiteurs ont pu admirer une œuvre absolument considérable, La Grande Vague de Kanagawa. C'est un chef-d'œuvre signé Hokusai et qu'on va regarder en détail. Vous allez voir, c'est fascinant. Fascinant, Françoise et Alex. Et je tiens à signaler ce nouveau musée. C'est le musée du magazine Le 1, l'hebdomadaire Le 1, qui consacre justement son dernier numéro à ce tableau. C'est disponible dans les kiosques et dans toutes les librairies. Moi, je voudrais bien l'avis de Françoise sur ce tableau-là. Alors c'est une estampe, c'est une gravure. C'est l'histoire finalement d'un élément déchaîné qui est cette vague extraordinaire, forte, monumentale. Qui va nous engloutir. Exactement. Et le point de vue finalement, nous, on est là, je vois l'image et je me dis, je suis au point de vue finalement des pêcheurs qui sont dans la barque. Ouais. Donc il y a l'idée comme ça d'une perspective très intéressante qui est presque basculée. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment de fragilité
Je pense qu'il est assez juste, il est assez prémonitoire avec le dérèglement climatique qu'on vit aujourd'hui. Donc je trouve c'est bien de commencer le numéro 1 avec cette œuvre. Et on vous recrute. Ce sera le Petrovitch expert. Le rendez-vous dans la grande galerie francophone. Merci d'en avoir parlé si justement. Merci de nous avoir présenté vos œuvres et votre travail, d'en avoir un aperçu. Merci Alex, vraiment pour ce que tu apportes à l'émission. T'es content de vous voir en vrai ? Oui, nous aussi. Non seulement pour ce que tu fais pour l'émission, mais pour tout ton travail, en l'occurrence ce stand-up, ce 2,5 qu'il faut aller voir sur scène et sur ce livre, donc bientôt en librairie. Oui. Merci infiniment à tous les deux. Merci les amis, merci à vous de nous avoir accompagnés. Quant à nous, on se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous voulez sur les réseaux sociaux, à suivre sur notre antenne le 64 minutes. Quand on vous a demandé, Alex, sur quelle musique vous aimeriez clore cette émission, vous avez choisi le titre Drouot de Barbara. Pourquoi ? Parce que c'est la salle des ventes, donc il y avait un lien avec l'art et que j'adore Barbara. Elle est évidemment dans les 30 artistes que j'ai sélectionnés pour le livre. Je l'ai découvert aussi jeune et en fait, si vous pensez qu'il n'y a que l'Aigle Noir, allez bien voir derrière. Charlie le sait mieux que quiconque. Je suis ravi parce qu'elle fait partie de mes 3 préférés de Barbara. Et l'Aigle Noir n'en fait pas partie, non. Eh ben, je suis comme vous. C'est La Solitude, Nantes et Drouot. Drouot de Barbara. L'histoire de cette vieille dame qui est dans la salle des ventes et qui voit toutes ses affaires éparpillées et elle ne peut rien faire. Elle veut les racheter, mais c'est trop tard. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quelque amour d'antan. Elle était la figée, superbe et déchirante, ses mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes, des mains belles encore, déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Merci infiniment Charlie. À la semaine prochaine.